Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Des manifestations populaires ont eu lieu le 22 septembre au Mali contre l'impérialisme occidental. Lors de ces manifestations, les participants ont exprimé leur soutien au gouvernement de transition, et le refus de toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Mali, mais aussi, leur volonté de voir la Russie intervenir. Aussi, des manifestants portaient des pancartes avec des slogans hostiles à la France, et sur lesquels on pouvait lire « France dégage »,« France dehors »,« France dégage ». Au regard donc de toutes ces manifestations populaires au Mali, peut-on penser que ce sont là, les prémices d'une Afrique libre? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Manifestation populaire du 22 septembre au Mali contre l'impérialisme occidental. Les prémices d'une Afrique libre, c'est notre grande interrogation de ce jeudi 23 septembre de l'an de grâce 2021. Hier, on célébrait le 61e anniversaire, on va le dire comme ça, de l'indépendance du Mali. Je ne sais pas si on va appeler ça indépendance, mais disons-le comme ça. De centaines de milliers de Maliens ont manifesté ce mercredi 22 septembre à Bamako, à la place de l'indépendance, pour apporter leur soutien au gouvernement de transition dominé par les militaires face aux pressions internationales, rejetant l'ingérence extérieure. Vous le verrez tout à l'heure dans les images. Les autorités de transition et leur président, le colonel Assimi Goïta, sont soumis à des pressions en particulier de la France et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé la CEDEAO, pour organiser des élections en février et renoncer à une éventuelle coopération avec le groupe de sécurité privé russe Wagner. Dans un discours prononcé mardi soir à la veille du 101e anniversaire de l'indépendance, le colonel Assimi Goïta a appelé les partenaires du pays à une meilleure lecture de la situation du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle profonde. Ce sont ses termes. Beaucoup de participants au rassemblement mercredi, à l'appel du mouvement Yerewolo, brandissaient des drapeaux maliens ainsi que plusieurs drapeaux russes. D'autres portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vive Assimi, vive la transition, vive le gouvernement ». La France et la communauté internationale ont fait 9 ans sans résultat, sans sécurité, sans protection des personnes et des biens, a affirmé Siriki Kouyaté, porte-parole de Yerewolo, en référence au lancement de l'opération militaire française contre les djihadistes dans le nord du Mali. C'était en janvier 2013. Cela ne peut pas continuer, a-t-il ajouté, estimant que depuis l'insécurité s'était étendue à tout le pays. Nous sommes contre toute ingérence extérieure, a déclaré pour sa part Adama Tangara, responsable d'un mouvement de soutien au shérif de Nioro dans le nord-ouest du pays, Bouye Haïdara, un influent chef religieux musulman qui s'est prononcé pour une transition de plusieurs années au lieu des 18 mois prévus pour rendre le pouvoir à des civils élus. La présidente du groupe des patriotes du Mali, GPM, Madame Keïta Fatoumata Kouyaté, a pour sa part assuré qu'une pétition lancée par son mouvement en 2016 pour demander à la Russie d'intervenir au Mali avait accueilli près de 8 millions de signatures sur 19 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali traverse des moments difficiles, mais nous ne devons pas désespérer de notre nation, de notre État, a d'ailleurs déclaré mercredi soir le colonel Assimi Goïta dans une interview pour la fête nationale. Mais pour mieux comprendre, mesdames, messieurs, la situation, regardons ces images ensemble. Et d'ailleurs, de ce côté-là, il y a notre ami, notre frère, notre confrère, Paul est là, qui est également du côté du Mali.
Eh oui, messieurs, vous avez vu là les images avec notre frère, confrère, ami de combat, Paul Ella, qui était justement dans cette marche. Nous devons comprendre que les manifestations populaires du 22 septembre ont célébré le 61e anniversaire de l'indépendance du Mali, à qui, il faut le dire comme ça, c'était le 22 septembre 1960. Président Badakani, aucun trucage d'ailleurs si les images, on va le dire ainsi. Il faut peut-être pas qu'on dise que on n'y était pas. On y était, ils vont dire quelques personnes, mais là, c'était des centaines de milliers de personnes, de Maliens qui étaient dans les rues, et pour dire tout simplement à la France de dégager. Qu'attend encore la France pour quitter le Mali? D'abord, je vous remercie, M. Ngos. Il n'est pas facile de gérer 4 personnes compliquées comme nous. Donc, je voudrais t'encourager dans ta mission, ce n'est pas évident. Je voudrais saluer cette perspective éditoriale particulière que vous assumez ici à DBS en général et dans tes émissions en particulier toi-même. Il n'y a qu'ici que je vois ça. D'autres télévisions s'occupent d'autres choses. Il faut la promotion de l'Amazonie, de la démocratie néocoloniale, esclavagiste, des faux droits de l'homme. Ils font la promotion. Ils dénigrent leur pays du matin au soir, donc, et ils reçoivent l'ambassadeur français tous les jours. Vous faites ça. C'est-à-dire, vous accompagnez le mouvement de libération d'un continent. C'est à l'honneur de DBS en général, et c'est à votre honneur en particulier. Je le dis du haut de ma petite expérience de militant révolutionnaire. Je la suis connu. J'ai plus de 30 ans dans ce combat. J'ai rarement vu ça en Afrique. Donc ça fait chaud au cœur. Et votre question, c'était de savoir si ces manifestations-là sont les prémices de la liberté, de la libération du continent. Du continent. C'est ça votre question? C'est ma question. C'est mon interrogation. Monsieur Ngos, mettez-moi en place. Mais nous sommes plus que devant les prémices. Nous sommes plus que devant les prémices. Parce qu'il faut voir dans quelles conditions tout ça arrive. Il faut voir le parcours, le chemin parcouru. Le Mali et les Maliens que vous voyez là, c'est pas pour vous rappeler des choses qui fâchent, hein, c'est la vérité. On célébrait la France, l'opération Serval. Quand le colon au long cou, qu'on appelait M. Hollande, est arrivé au Mali, après avoir organisé un coup d'État à distance, il est venu se présenter en sauveur dans le cadre de l'opération Serval. Les Maliens ont salué. M. Hollande a été accueilli au Mali en héros. Il faut que vous compreniez, il faut qu'on rappelle ça. Il a été accueilli en héros au Mali. On était sous la transition de dirigé par M. Djokounda Traoré. Oui. M. Hollande a été accueilli en héros. Les Maliens ont cru que la France était sans cesse le sauveur. Mon cher Ngos, regardez le chemin parcouru. Regardez comment ce peuple a muté entre-temps. Pendant près de 8 ans, le peuple malien a observé cette générosité africaine que certains qualifient de naïveté. Les Maliens ont observé, on a dit, bon, nous on n'a aucune raison de soupçonner quelqu'un a priori, même si par le passé, il a massacré nos parents, nos grands-parents et tout, il nous a esclavagisés, il nous a colonisés. Bon, le soupçon a priori, ce n'est pas dans notre mentalité africaine. On passe et on accueille. Les Maliens ont fait confiance aux Français. Pendant 8 ans, les Français ont poignardé les Maliens au dos. Ils les ont pris pour des feignants, comme ils nous prennent toujours comme pour des idiots et des sous-hommes. Ils se sont moqués des Maliens. Ils ont passé le temps à comploter contre le Mali. Et que le peuple malien, mon cher Ngos, la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, observez cette mutation du peuple malien, mon cher Ngos. De généreuse à l'égard de la France. Oui. Vous savez que le mot générosité a été usurpé par la France. Tous les discours des présidents français, c'est que la France est un pays de généreux. Évidemment, avec l'argent et les biens des autres. On est généreux avec l'argent et les biens des autres. Donc, la générosité malienne, qui celle-là est une vraie générosité, n'est-ce pas? Regardez comment elle a muté. Elle a muté pour devenir une révolution. Mon cher Ngos, vous allez demander quoi encore à ce peuple? Vous dites que le peuple ne se lève pas. Dans le monde entier n'est pas en train de voir comment ce peuple est debout depuis. Ce monde entier s'est attaché à la liberté. Hein? La voyoucratie américaine, tout ça. N'est pas Joe Biden est tout attaché à la liberté? N'est-ce pas? L'Union européenne est tellement attachée aux libertés, non? C'est pas dans les valeurs de l'Union européenne qu'il balance tous les jours, n'est-ce pas? Un pays comme la France, tout ça, n'est pas? L'Europe, l'Occident est né dans la liberté et est attaché aux libertés, n'est-ce pas? Mais ce qui est au Mali là, c'est quoi? C'est pas la lutte pour la liberté? Je vous demande, ce qui se passe au Mali, est-ce que ce n'est pas la lutte pour la liberté?
Vous m'avez demandé de vous... Moi, je vous réponds. Est-ce que ce qui se passe au Mali n'est pas la lutte d'un peuple pour la liberté? Où sont les amis de la liberté au Mali? Parce que quand les événements se passent, nous devons s'en servir pour éduquer notre peuple. Ce qu'il y a encore à faire. Est-ce que les libertés ne sont pas en jeu au Mali? Quand un peuple a accueilli à bras ouverts une nation criminelle comme la France, lui a tout donné. Et après ce peuple est poignardé dans le dos matin, midi, soir par les dirigeants français. Il poignarde tous les jours, il poignarde tous les jours pour voler les richesses et même voler le pays. Comme l'a dit cette fois-là Aminata Traoré, n'est-ce pas? C'est une grande dame, c'est une grande voix du Mali, c'est une altermondialiste, en chien gauche. Alors, mais les libertés dont on parle dans ce monde-ci, là, c'est une fiction. C'est un objet virtuel. C'est un ovni. C'est un objet volant non identifié, la liberté. Est-ce que ce n'est pas la liberté qui est en jeu au Mali? Pourquoi l'État américain est contre la liberté au Mali? Est-ce que ce que les Américains mettent dans la liberté est la même chose que nous? Pourquoi l'Amérique est contre la liberté au Mali? Pourquoi le fantôme qui est à Washington là ne soutient pas les Maliens? Pourquoi M. Macron, président de la France, parti des droits de l'homme, parti des Lumières et des libertés, le pays qui a enfanté les droits de l'homme dans le monde, pourquoi la France est contre la liberté au Mali? Mon chien gosse. Pourquoi l'Union européenne fait la guerre à la liberté au Mali? Mon chien gosse. Ben, c'est ça que je dis que c'est plus que les prémices. Vous avez l'histoire de l'humanité résumée dans les enjeux maliens. Oui. L'histoire de l'humanité. Si vous connaissez le rôle historique du Mali, vous savez de quoi je parle. Exactement. Je vous dis que l'histoire du monde actuel, les enjeux de l'humanité sont résumés au Mali. Et au Mali, on sait qui est qui désormais. On sait qui est pour la liberté. On connaît qui sont les ennemis de la liberté. Je viens de citer les Américains, la France, l'Union européenne, l'ONU, qui tous, la ministre au Mali fait quoi? Elle est parmi les criminels au Mali, la mission des Nations Unies. Et les Maliens ont marché pour le départ de ce machin-là, l'ONU. Vous voyez le conglomérat criminel qui est en cours, qui est en œuvre au Mali pour bloquer, pour empêcher, pour se mettre en travers de la marche héroïque de ces peuples vers la liberté. Vous allez accuser les Maliens de ne pas avoir fait quoi, M. Ngos? Ça a toujours ainsi. L'Afrique s'est toujours retrouvée seule dans l'histoire. Chaque fois que les peuples africains se sont levés comme ça, c'est comme ça par le passé qu'il y a eu des complots et le silence pour tuer les Africains et les massacrer, n'est-ce pas, et enterrer leurs rêves, mon cher gosse. Voilà les Maliens. Le président malien est obligé de rappeler à la communauté internationale, du haut de il est pris en charge par les contraintes diplomatiques. Il leur dit, je vous invite à relire, à une nouvelle lecture des partenariats avec le Mali. Mon Dieu, ça fait pleurer. Qu'on soit obligé de rappeler ça à ces vauriens, comme vous appelez communauté internationale, de criminels, mon cher gosse. Et terminons par certains Africains. Et moi, je remets la sépiternelle question sur la table, docteur Douma. Qui est africain? C'est la poste qui fait de nous Africains. Il faudra bien aborder cette affaire un jour. C'est vrai. C'est la poste. Combien d'Africains travaillent contre leur pays, contre le Mali? C'est dommage. Tous ces Africains-là qui disent démocratie et consort, machin et consort. Combien d'Africains sont contre cette affaire, mon cher gosse? Une bonne partie de la classe politique malienne est comme ça avec la France. Toute la vieille classe est comme ça avec la France. Vous avez des religieux maliens comme ça avec la France. Donc, voilà voilà le bloc historique qui s'oppose à la liberté au Mali. Mais quand on regarde les avancées, c'est plus que les prémices. Quand on voit ce qu'il a fallu braver. Mais Amina l'a dit finalement, Amina Fofana. Oui. Elle a dit comment, à Mondo Vision, comment, c'est qu'elle doit à la dynamique panafricaniste que nous avons initiée ici. C'est elle qui l'a dit, à Mondo Vision. À Mondo Vision. C'est que le Mali, il doit à cette liberté. Monsieur Ngos, c'est un peu de 10 ans de combat que je vois là. Voilà le fruit qui est là. Et on est au virage. Et si on se fie à ce que Amina a dit, c'est déjà signé, non? C'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit ça. Que c'est déjà signé. Non? Elle fait partie du gouvernement d'ailleurs, membre du CNT. Ngos, c'est le tournant. Vous avez parlé de 2 pôles en Afrique. 2 pôles qui cachent, qui sont les faces visibles de l'iceberg de la libération du continent. Et moi, j'y vois la main du vrai Dieu. Je vois sa main. Parce qu'avec toutes les trahisons, avec une bonne partie de l'Afrique qui travaille contre l'Afrique, s'il n'y a pas la main du vrai Dieu, on ne s'en sort pas, mon cher. Pas du tout. Vous savez, on ne s'en sort pas. On ne ferait même pas ce combat. On n'aurait pas duré là-dedans depuis 10 ans aujourd'hui. Il faut le dire. Ouais. On vous a parlé de la CEDEAO qui est contre le Mali, non?
Oui. La CEDEAO, c'est qui? C'est pas les blancs à la peau noire? Je ne peux que vous le concéder, La président CEDEAO, c'est pas Balakani. la blanc. Je parle de fait, si quelqu'un demande le contraire, moi je lui donnerai raison. La CEDEAO, c'est peut-être pas les blancs à la peau noire? Pourquoi ils sont contre le Mali? Pourquoi la mort est contre le Mali? Pourquoi tous ces présidents sont contre le Mali? Pourtant, ils sont noirs comme vous et moi, là. Et tous leurs réseaux, ils sont noirs. Pourquoi l'Union africaine est contre le Mali? Parce que c'est une clique d'Africains salariés de l'Union européenne. Et une clique avec leur veste machin assis là-bas, ce sont tous des salariés de l'Union européenne. Ce sont les Africains, ça? Ce sont les Africains là-bas qui ont l'Union africaine? Ce sont les Africains? Mais il faudra qu'un jour on règle cette affaire. Est-ce qu'Africain, c'est la peau noire? Si. Il faudrait bien qu'on règle ça, mon cher gosse. Donc vous voyez... C'est une belle interrogation. Ben, je vous le dis, parce que là, quand on voit ce qui se passe au Mali, monsieur gosse, ben, je suis en train de le dire, c'est plus que des prémices. J'ai parlé des deux pôles qui sont là de la révolution africaine. Vous avez la RCA, où le partenariat est scellé, c'est établi, on voit, et vous avez le Mali. Et le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, ils savent tout ça. Ils savent tout ça. Que si le Mali réussit cette affaire, c'est fini. Parce que le projet des Russes, croyez-moi, la dynamique des Russes, d'abord, Sergei Lavrov, lisez ses écrits, il ne cache pas. Il ne vient pas s'arrêter au Mali. Il ne veut pas cacher. Il n'a pas caché. Il a signé des tribunes. Sergei Lavrov, il veut le faire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. A signé des écrits. Quand vous lisez les débats, les revues russes de géopolitique internationale, le projet russe est clair. Multipolariser le monde, c'est-à-dire s'opposer par tous les moyens à l'unipolarité occidentale de domination du monde. C'est écrit clair et net. Et la Russie a compris, c'est écrit, sauf si on ne lit pas, c'est écrit que pour réussir la multipolarisation du monde, c'est-à-dire la démocratisation du monde, il ne faut pas laisser l'Afrique aux mains de l'Occident. C'est écrit et c'est net. Mon cher gosse. Donc, il y a une convergence naturelle des objectifs entre nous et les Russes qui n'ont rien à voir avec la poursuite à chercher à avoir les matières premières. C'est une affaire vitale pour la Russie. Et c'est comme ça que nos chemins se sont rencontrés. Donc, ces deux pôles-là, que vous voyez en train de... Quand vous voyez maintenant la ministre des Affaires... Florence Parly. Mais quand, docteur Nouma, quand un ministre vient dire dans un pays, nous ne quitterons pas le Mali. On va les chasser, vraiment. Non, je prends ce qu'elle dit. Je ne sais pas si on va les chasser ou pas. Ce n'est pas là mon débat. Elle vous dit, sur votre territoire, nous ne partirons pas de Mali. Et elle ne s'arrête pas là. Elle dit, nous interdisons aux autorités maliennes de négocier avec la Russie. Mais tous les gens qui nous sortent les arguments matin, midi, soir, que le problème de l'Afrique, ce sont les présidents. Vraiment, c'est marché à mal gouvernance. Mais ils ont encore dit, mais qui creuse la terre, se cache à l'intérieur. Il y a encore à dire, dans un continent normal, ce ministre-là ne rentre pas dans son pays. Elle ne rentre pas vivant dans son pays, mon cher gosse. On veut parler. Le débat est clos à ce niveau-là. Le débat est clos, c'est-à-dire que la colonisation, comme j'ai dit, c'est rora. On est venu ça. On vous dit en plein jour, monsieur, on vous le colonise, vous la bouchez, vous fermez votre bouche. Ceux qui blanchent, on coupe la tête. C'est ce que Parly est en train de vous dire. Et parce qu'elle compte sur le temps. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Parce qu'il compte sur le temps, c'est-à-dire sur les Américains. Donc les débats sont clairs. Donc je termine. Ces deux pôles-là, qui sont en face là, n'est-ce pas, sont les deux pôles qui nous disent qu'on avance à grands pas. Que malgré ce qui se passe, nous avançons. C'est nous qui me dit ça souvent. Nous avançons malgré ce qui se passe. Et quand vous regardez la RCA, oui. Bon, ça, il faut être un idiot. La RCA, c'est le Cameroun, monsieur. La RCA, c'est le Tchad. C'est même le Gabon. Même comme c'est avec tous les États que l'histoire du Gabon traîne. Oui, oui, oui. La RCA, c'est l'Afrique centrale. Il faut être naïf pour ne pas voir que la RCA, c'est un enjeu de toute la sous-région Afrique centrale. Comme il faut être naïf pour ne pas voir que le Mali, c'est tout l'enjeu de l'Afrique de l'Ouest. Et là où je parle, je vais terminer par là. Il y a un ancien ministre du président Gbagbo. Il s'appelle Awadon Melo. Il vient d'être pratiquement fait ministre en Russie. Écoutez-moi bien. Il dit, il vient d'être fait pratiquement ministre en Russie. C'est-à-dire que quand il était en mission, puisqu'il s'occupait des travaux publics, des grands projets en Guinée, sur Alpha Condé, c'est lui qui s'occupait de ça. Parce qu'il a une grande expérience dans la matière. Alors, il a dirigé le bureau des travaux publics en Côte d'Ivoire, sur Gbagbo. Parce que le BUNET, un truc comme ça. Donc tout ce qui est infrastructure, il est très fort là-dedans. Et il se retrouvait en mission là-bas quand il y a eu le coup d'État. Il était en train de gérer, de conclure des projets avec la Russie. Maintenant, il y a eu le coup d'État, que les Russes ont fait. Les Russes ont dit à partir de maintenant, nous te nommons ministre. En fait, c'est ça que ça veut dire le poste. Tu es ministre de tout ce qu'on va faire vers l'Afrique en termes d'infrastructure. Que ceux qui ont les yeux pour voir ce qui arrive, ouvrent les yeux pour voir ce qui se prépare. C'est un gosse.
Nous ne l'avons pas perdu, cependant. Et nous ne le perdrons pas. Soyez-en rassurés, président Badakani. Nous allons encore regarder, messieurs, quelques autres images pour dire que c'était carrément tout le Mali qui était hier à la place de l'indépendance. Paul est là, et sans oublier Amina Fofana. Justement. On regarde ensemble, messieurs, vous comprendrez que c'est tout le Mali qui était hier à la place de l'indépendance. On va dire bonjour à la censure, hein. Bonjour à la censure, bienvenue, ça faisait longtemps, mais on est ensemble. Docteur Jean-René Douma, je vais me tourner vers vous. D'habitude, c'est vous qui êtes justement dans les amphithéâtres des universités. Il est dit là-bas, Vox Populi, Vox Dei. Normalement, quand on voit cette population, ces Maliens sortir de toutes parts, venir à la place de l'indépendance, au jour même de l'anniversaire de l'indépendance, dire à la France de quitter le pays, dire au monde occidental de quitter leur pays, dire à l'impérialisme de foutre le camp, normalement, on devrait les écouter, puisque c'est eux-mêmes qui déclarent que la voix du peuple est la voix de Dieu. La première démonstration de l'échec fatal de ce que l'on appelle la démocratie représentative, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a
jamais véritablement eu de démocratie. Je rappelle souvent qu'on confond l'aristocratie à la démocratie. Et on a donné l'impression chaque fois, en répétant cela, que c'était réel. Parce que la démocratie, si c'est la voix du peuple, ne peut pas se réduire à la représentation du peuple par une minorité qui, en fait, ne représente pas les intérêts du peuple. Et on le vit davantage. Et il a fallu simplement du temps pour que le comprendre. Des manifestations comme ça puissent venir restaurer véritablement ce que c'est que la voix du peuple. Parce que c'est ce que nous voyons là, qui est la voix du peuple. Et c'est ce que ceux qui ont été prétendus être élus devaient faire au nom du peuple. Parce qu'ils posent les actes au nom du peuple, alors qu'en réalité, le peuple n'est pas avec eux. Le peuple n'est pas d'accord. Je voudrais d'abord saluer particulièrement tous les leaders qui se sont distingués à la tête de cette manifestation et évidemment féliciter le peuple malien pour ça. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça, de savoir que pendant que chacun à son niveau essaie d'apporter sa contribution pour la libération de l'Afrique, il y en a qui s'engagent véritablement à Mondovision et formellement. Vous en êtes des pionniers. Je suis honoré, je le rappelle souvent, d'être souvent avec le président Bandakani. Merci. Parce que pour des gens comme vous, moi je suis un élève dans ce combat. Merci. Et j'en suis fier. Lorsque je l'ai dit, M. Steve Ngos, la liberté n'a pas de prix. Si après 61 ans, puisque l'indépendance factiste du 22 septembre 1960 oui. qu'on a accordé au Mali, oui. Et que 61 ans après, nous savons ce que c'est que le Mali, ça a été souvent rappelé, c'est déplorable, et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire hier, au lieu de célébrer cette soi-disant indépendance, le peuple se lève pour dire ça va, que ça s'arrête, que la France fiche la paix avec tous les impérialistes masqués. Mais ce n'est pas un hasard, parce que vous savez que la devise du Mali, c'est un peuple, un but. Un peuple, un but. Et une foi. Un peuple, un but et une foi. C'est ça la devise du Mali. Et donc, quand vous regardez tout ce qui se passe là, et nous savons tous, parce que nous sommes également des enseignants, des gestionnaires, des entrepreneurs, c'est comme une entreprise qui a une vision. Le promoteur porte une vision qu'il essaye de partager. Cette vision est le socle même de tous les projets qui naissent. Et donc, la devise d'un pays, la devise d'une nation, c'est la matérialisation simple de cette vision nationale, de cette vision, n'est-ce pas, vraiment profonde, qui est sous-tendue par des forces culturelles, mystiques, et j'en passe. Donc, lorsqu'on dit notre devise, c'est un peuple, un but et une foi, oui. Ce n'est qu'une question de temps pour que cela commence à se matérialiser, se manifester, de manière à ce qu'on se demande, mais d'où viennent toutes ces énergies? Ben oui, elles sont là. Elles devaient se manifester d'une manière ou d'une autre. Et hier, c'était vraiment le déclic total. Le déclic total au niveau du Mali, parce que c'est le peuple qui est sorti. Le but est clair. Ce n'est pas seulement libérer tout le Mali. Le président le sait mieux que quiconque. Parce qu'un pays qui est contrôlé à environ 35-40%, ce n'est pas seulement libérer tout le Mali. Mais à travers la libération du Mali, c'est libérer le continent africain. Parce que je vais sortir par là. Et la foi est le socle même de toutes ces énergies qui sont dégagées.
Quand vous entendez les honorables Amina Fofana parler, notre confrère est là. J'ai vu Seba, Kelly Seba, qui était également à la partie. etc. Vous voyez, cette énergie qui se dégage là, elle est tellement profonde qu'elle ne peut pas s'arrêter simplement à ce qu'on voit. Et maintenant, pour ne pas monopoliser la parole, quand vous sortez par l'hymne du Mali, c'est pour l'Afrique et à toi, Mali. Hein? Pour l'Afrique et à toi, Mali. C'est-à-dire que le Mali, dans sa constitution fondamentale de base, dans son socle, reconnaît jouer un rôle central pour tout le continent africain, pour l'Afrique et à toi, Mali. C'est-à-dire que ce combat qui est en train d'être vaincu au niveau du Mali, mais qui doit se perpétuer au niveau d'autres pays, certains ont embrayé, pour que le peuple continue de s'exprimer et que le peuple arrête de passer par une clique comprador qui est génocidaire aujourd'hui de plus en plus. Cette élite, entre guillemets, qui est matérialisée par quelques individus et des institutions qui sont pareilles. Que ce soit l'ONU, que ce soit CEDEAO, l'Union africaine, la Banque mondiale, tout ça, nous avons suffisamment démontré ici que c'est la même chose, avec le but de détruire l'Afrique et les Africains. Et donc, nous saluons cette démonstration massive qui a eu lieu hier à Bamako et nous voulons que cela continue, que se perpétue et que la France et tous les autres impérialistes fichent la paix. Ils verront si le Mali ne va plus exister quand ils seront partis. Espérons qu'ils le comprendront, hein, docteur Jean-René Ndouma. André Kisefanga, par cette démonstration de force et ces manifestations qui sont déroulées hier du côté du Mali, précisément à la place de l'indépendance du 22 septembre 2021, on comprend aisément que ceux qui disent être conscients des libertés sont finalement aveugles. Ou alors finalement, ce sont ceux-là même qui se trahissent ou alors trahissent leur propre parole aujourd'hui. Nous avons déjà commencé à démontrer que les principes qui nous ont enseignés, éduqués avec, sont des faux principes. Qu'ils ne le respectent pas eux-mêmes. Ils ont d'abord respecté quoi? S'ils ne se respectent pas eux-mêmes. C'est-à-dire des hommes qui ne peuvent pas se respecter eux-mêmes, ne peuvent pas respecter leurs paroles. Macron a dit, on quitte le Mali. Deux jours après. Mais c'est des gens irrespectables. Donc si des hommes ne peuvent pas respecter leurs paroles, c'est des vauriens. Un homme, c'est sa parole. Quand il donne sa parole, il respecte sa parole. Donc, ils nous ont appris des principes qu'eux-mêmes, ils ne connaissent même pas la profondeur ni la valeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent confondre la démocratie et la démocratie. Ils font ce qu'on appelle la démocratie. C'est Simon dit ça. La démocratie, c'est la preuve en est, c'est ce qu'elle matérialise au quotidien. Parce qu'il n'y a qu'un démon qui peut se comporter de cette façon. Gouvernement des démons, c'est ça la démocratie. Un gouvernement de démons. C'est-à-dire un peuple. C'est vous qui avez dit Vox Populis, Vox Dei, non? C'est-à-dire la voix du peuple, la voix de Dieu. Et vous dites que les principes de démocratie, c'est le peuple d'abord. C'est la gouvernance du peuple par le peuple. Et pour le peuple. Et pour le peuple. Oui. C'est vous qui l'avez dit. Maintenant, le peuple dit, on ne veut plus de vous. Partez. Mais écoutez, les mariages forcés sont finis depuis, non? Dites-leur, les mariages forcés, c'est eux-mêmes qui ont fait des organisations, non? Pour lutter contre les mariages forcés. Les droits des femmes. Ils ont créé des droits, les droits de ceci, les droits de ceci. Maintenant, quel est ce mariage forcé? Français, Union européenne, américain, on ne veut plus de vous. C'est aussi simple que ça. Donc si les gens ne peuvent plus respecter leurs paroles, c'est eux qui ont dit on va apporter la démocratie. Mais maintenant vous n'avez pas apporté la démocratie, c'est-à-dire ils ont dit et ils n'ont pas appliqué. Donc ça veut dire qu'ils sont dans le mensonge. Et la vérité maintenant, voici la vérité. Le peuple vous démontre la vérité. Nous ne sommes plus d'accord avec votre politique, avec votre fausse indépendance, avec tout ce que vous nous avez dit que vous nous apportez, le développement, le ceci, la bonne gouvernance, tous ces principes creux.
qui n'ont rien produit. Aujourd'hui, nous devons rappeler une chose à ce peuple. Ça ne va plus s'arrêter seulement au mouvement de rue. Parce que c'est là où ils nous attendent. Que bon, faites vos mouvements de rue là-bas, vous vous arrêtez là-bas. Ça s'arrête là-bas. Ça ne va plus s'arrêter en route. On va aller jusqu'au bout. Parce que c'est l'un des principes aujourd'hui. Parce qu'ils savent que vous pouvez faire des mouvements, mais vous ne touchez pas aux vraies affaires. Monsieur de Perenco là, que vous avez cité là, le DG exige, on le prend, on le met dans l'avion, il rentre chez eux. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Vous imposez quelque chose au peuple qui n'est pas en droit de ligne avec les principes ou bien avec les règles établies par l'État. Le peuple se lève et établit la vraie loi. Parce que les lois qui sont votées à l'Assemblée, c'est au nom du peuple. La justice est prononcée au nom de qui? Du peuple. Du peuple. Donc si la justice est bafouée, le peuple prend sa responsabilité. Et la nouvelle gouvernance, et c'est là où les Occidentaux n'ont pas compris, la nouvelle gouvernance aujourd'hui en Afrique ne sera plus la gouvernance des sous-préfets, des gouverneurs. C'est la gouvernance des peuples. C'est les peuples qui vont décider de qui va rester au pouvoir et qui va partir. La preuve en est, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali. Rien à comparer qu'avec le fou qui est en Guinée-Conakry là. Ce petit malade mental qu'on a déréglé, qu'on a dit qu'il a fait le coup d'État, et on veut le comparer à un homme comme Assimi Goïta. C'est deux mondes différents, donc que les gens fassent très attention. La gouvernance du peuple, c'est les peuples qui décident maintenant. Pourquoi le professeur Archange Touadéra résiste? Parce que le peuple centrafricain a compris. Fait bloc. Et le peuple camerounais aussi a mûri, a compris que il faut faire bloc derrière le président Paul Biya parce qu'il a une grande vision. Le peuple malien a compris. Donc la gouvernance maintenant, ce ne sera plus une affaire de que on va porter un Ouattara venir l'installer au pouvoir. Avec tous les hommes. Non, ça ne se passera plus jamais comme ça. Le peuple est conscient aujourd'hui et ces peuples africains-là vont se mobiliser. Et on ne va plus seulement se mobiliser dans les rues. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à appliquer la... Il faut que la justice soit appliquée. Parce que ce n'est plus pensable que dans un pays comme le Mali, la France fait ce qu'elle veut. Elle divise le pays. Elle pille les ressources. Elle continue. Ce n'est pas des militaires qui sont là-bas. Hein. Quand vous entendez là, ce n'est pas des militaires. C'est des ingénieurs miniers. La France a déployé tout son arsenal des ingénieurs miniers emportés avec des treillis, c'est-à-dire des tenues militaires. Mais les chars onusiens, chars de l'ONU, de machin, de la France, hélicoptères, passent le temps à piller, à transporter les matières premières pour aller déposer en France. Donc ils ne sont pas là pour la sécurité. Quand même, 9 ans. Quand même, soyons sérieux. C'est le plus fort taux de déploiement de l'armée française ou bien de cette coopération militaire occidentale au Mali. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Donc des gens en tchaka, les gens avec des tchakaboum, comme on appelle les armes de chasse, des gens mal entraînés, vous menacent pendant 9 ans. Non, soyons sérieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut qu'on arrête ça et je pense que la volonté du peuple malien aujourd'hui doit être écoutée. Nous sommes dans la vraie indépendance. Ces vraies indépendances-là, aujourd'hui, nous allons les appliquer dans tous les États. Et c'est parti. Et c'est parti, on vous comprend parfaitement. Charlie Kenny, on a vu justement que le peuple malien appelle la Russie justement sur son sol. C'est déjà acté, nous disait d'ailleurs Madame Amina Fofana. On a vu les drapeaux russes, d'ailleurs, on va le dire comme ça, bouger de gauche à droite dans la foule qui était d'ailleurs très nombreuse hier à la place de l'indépendance. C'est pour dire tout simplement que les Maliens, les Africains en ont marre de la France, des pays occidentaux. Aujourd'hui, on a besoin de la Russie. Bien sûr, tout ce que l'Africain demande, tout ce que le peuple africain demande, c'est des partenariats gagnants-gagnants. Vraiment, nous n'aspirons à rien d'autre. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas xénophobes. C'est-à-dire que le fait qu'on tire parfois sur la France, d'aucuns pourraient penser que nous n'aimons pas la France. Non. Nous parlons, vous avez vu tout à l'heure, nous avons célébré la France libre. Cette France de 3000 infirmières qui sont descendues dans la rue, qui ont démissionné, qui ont déchiré leur diplôme, elles ont déchiré leur contrat de travail et le président l'a si bien expliqué. C'est un acte universel. C'est-à-dire que c'est même le socle de la révolution. C'est-à-dire qu'elles nous ont montré même le chemin à suivre. Voilà des femmes qui
Elles ont détruit pratiquement toute leur vie. Elles détruisent leur diplôme. C'est-à-dire c'est toute une vie. On ne se lève pas un matin pour avoir un diplôme. Il y a un parcours académique qu'il faut. Elles ont déchiré leur diplôme, déchiré leur contrat de travail. Elles ont démissionné. C'est un acte révolutionnaire. Et nous les avons célébrés ce matin. C'est pour dire que nous n'avons pas de problème avec cette France libre. Le problème que nous avons, c'est avec cette France oligarque, cette France impérialiste qui est incarnée par M. Emmanuel Macron. C'est eux là, c'est eux notre problème. Donc nous sommes dans l'optique où nous voulons des partenariats gagnants-gagnants. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays comme le Cameroun, on a eu à intercepter des cargaisons avec le sceau Nations Unies, des cargaisons d'armes avec le sceau Nations Unies en direction de la République centrafricaine. Et pourtant, c'est un pays qui est sous embargo. Vous expliquez ça comment? C'est l'ONU. Vous expliquez, donnez-moi vous comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est l'ONU, l'Organisation universelle. Et comment vous ne voulez pas que nous ayons des personnes qui vont être francs avec nous? Puisque nos anciens partenaires ne jouent pas franc jeu. Ils ne sont pas francs. Comment vous expliquez que Médecins sans frontières dans les régions en guerre du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, ont été attrapés avec des jumelles de sécurité, des jumelles nocturnes? Le médecin fait quoi avec une jumelle à vision nocturne? Il fait quoi avec des AK-47? Ils font quoi avec ça dans les ambulances? Les téléphones téléphoniques, c'est-à-dire que satellitaires. Médecins sans frontières fait quoi avec un matériel comme ça? Vous-même dites-moi, et vous voulez qu'on se... C'est-à-dire que c'est d'une incongruité. Et des gens vont venir vous dire que... Ce sont les soins à distance. et des gens vont venir vous dire que non, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il n'y avait pas de route, la population était marginalisée, il n'y avait pas de... C'est d'une nullité à nul autre pareil. Les soins à distance. Comment vous vouliez que nous ne changeons pas de partenariat quand dans un pays comme le Tchad, quand l'armée se déploie pour aller au front, l'ennemi attaque les postes de sécurité de façon ciblée. Je dis de façon ciblée. Moi qui parle de ce domaine-là, je maîtrise un peu. Vous ne pouvez pas parer attaque sans avoir un aide satellitaire. Je dis c'est impossible. C'est impossible. Voilà un pays comme le Niger, il ne se passe pas une semaine sans que vous entendiez 50 morts ici, 60 morts là-bas. Les derniers événements en date, et j'ai eu très mal quand j'ai suivi ça, 117 Nigériens sont morts. Des peuples, des cultivateurs. J'ai dit 117, même le chiffre fait froid au dos. 117. Comment vous expliquez? Et ils ont profité, ils ont attaqué une base de l'armée nigérienne. Ils sont rentrés sans être inquiétés. Comment vous expliquez que des rebelles peuvent attaquer un village? Ils viennent avec des engins motorisés, des blindés, sans que l'armée américaine et l'armée française, qui ont 2 drones, l'armée française a 2 drones dans cette région-là, l'armée américaine a 2 drones Reapers, qui sont en permanence en train de quadriller l'espace aérien de cette région-là. Ils n'ont rien vu venir. Ils sont venus attaquer, tuer nos compatriotes et répartis. Rien n'a été vu. Vous expliquez ça comment? Le drone était en panne. Vous expliquez ça comment? Non, celui qui lisait le drone était fatigué, il dormait. Le drone était en panne. Voilà. C'est-à-dire que... C'était Guignolo. Il avait pris trop de Viagra. Mais sûrement, M. Fanga. J'ai l'impression, vraiment, peut-être qu'il avait trop bu et qu'il était fatigué. Comment vous expliquez que parce qu'on a dit au Cameroun qu'on a découvert l'un des plus grands gisements de minerais d'uranium, c'est-à-dire que le Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la 2e réserve d'uranium au monde. À Guidère. Et le pétrole. Dès qu'on dit ça, directement Boko Haram commence à nous attaquer fort. Poum, 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 poum. Vous expliquez ça comment? Comment vous expliquez qu'un ministre de la communication au Tchad, un ministre de la communication, à Mondo Vision, a dit toutes les armes que nous avons récupérées entre les mains de Boko Haram étaient de fabrication française? Le ministre tchadien de la communication, il a dit sur Afrique Média. Comment vous voulez qu'on explique ça? Comment? On va continuer à bavarder, à perroquer? Mais quand c'est comme ça, vous-même vous dites que vraiment... Mais le ministre malin des Affaires étrangères l'a dit sur la fameuse chaîne démoniaque de ce pays-là, je ne vais pas citer, il a dit exactement que, ok, les États sont censés avoir les armes légalement. Vous pouvez m'expliquer d'où viennent les armes des terroristes? Voilà. Qui les livre les armes? Exactement. En direct, la journaliste française, là, elle a fermé sa bouche. Donc, vous voyez, quand nous avons de tels... On vous dit par exemple un pays comme le Mali, la France a bloqué tout achat d'armes par l'armée malienne. Elles ont bloqué, c'est-à-dire que c'est avec... Oui. C'est pourquoi justement, quand
colonel Assimi Goïta est arrivé, pendant que Macron convoquait les 5 présidents qui constituent le G5 Sahel pour justement parler de la problématique du terrorisme dans le Sahel, lui il a plutôt convoqué Emmanuel Macron à revenir à une révision des accords militaires qui lient la France et le Mali. Et vous avez vu quelques jours plus tard lors de la prière à la mosquée. Il a encore répété les mêmes termes avant-hier lors de son discours on a essayé de la veille de l'indépendance. On a essayé de l'assassiner. C'est-à-dire que vous voulez qu'on explique ça. Je ne sais pas si les Africains, même ma maman, ma grand-mère qui est au village, dès que je parlais là, parfois je finis me dire que ce que tu as dit là, j'ai compris. C'est trop facile. Elle me dit que vraiment les Français là, j'ai dit c'est trop facile. Mais curieusement, nos hommes intellectuels qui ont fait l'école de la Louisiane, la Sorbonne, vont me dire non, c'est pas ça. Il faut l'alternance, il faut les droits de l'homme. Mais vraiment, à un moment, soyez un peu sérieux. Ce qui est non, mais ce qu'on disait est très important, monsieur Ngod. Il n'y a même pas de droit de rire là, parce que ces gens, ils nous ont tellement infantilisés. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis à Bamako en 2015. En 2017, je suis à Bamako. Je travaille pour une compagnie minière qui s'appelle IMS, Intermining Service, qui est dirigée par un américano-malien. Et on va travailler sur un projet avec un Français. Nul comme chez nul. J'ai dit que ce monsieur était plus nul que nul. Comme d'habitude. Et les Africains qui ne savent pas, les blancs qui maîtrisent un peu, qui connaissent un peu, ça dit qu'il y a un peu de savoir, parce que c'est aussi, il faut savoir qu'en matière d'intelligence, nous sommes meilleurs. Quelqu'un comme le docteur Nouma Siva là-bas, il va exceller dans tout ce qu'il fait. Donc, ceux qui ont un peu de matière grise refusent de venir en Afrique. C'est vrai. Les blancs qui viennent en Afrique, ce sont des cancres à nul autre pareil. Je dis, ce sont des cancres. Mais curieusement, quand ils viennent ici, ce sont des coopérants. c'est eux que nos dirigeants célèbrent. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler un monsieur comme président Banakani, docteur Nouma, monsieur Tsingos, pour venir parler. On va appeler un idiot. Il y a un Français actuellement là qui a pris le port pour faire sa chose. Ils ont gagné des grands marchés là-bas, mais allez voir sur le terrain, ce sont les Africains qui travaillent. Mais les directeurs, ce sont des Blancs. Et ces Africains, ces Camerounais qui travaillent, vous disent que le Blanc là, il est bête, même un peu, il ne connaît pas. Donc voilà, non. Un ancien cuisinier, on l'a pris ici, amené au chantier naval coréen. Un cuisinier pour diriger un chantier naval industriel du Cameroun. C'est ce genre d'incongruité. C'est-à-dire que quand nous vivons ça, on se dit, et ils vont nous dire que c'est, je vous avais parlé hier, que quand c'est eux, ils appellent ça partenariat stratégique. Oui, ils sont les expatriés. Oui. Nous, on est immigrés. Eux sont les expatriés. Nous, on est des clandestins, des immigrés. Eux, ils sont des expatriés. C'est-à-dire qu'ils ont conçu dans l'imagerie africaine ce genre de thème. C'est-à-dire que quand ils vivent une crise un peu entre la France et l'Allemagne, elle est mondiale. Quand l'Amérique a donné une position, elle est internationale. Quand ils font une guerre entre eux, elle est mondiale. C'est-à-dire que c'est ce genre de choses. Et nous avons conçu ça. On a violé notre conscience. On a travesti nos mentalités. Et curieusement, c'est ce que tous les jours, certains de nos intellectuels enseignent. Non, ce qui s'est passé au Mali est une leçon. Et je vais vous dire pourquoi. Raisonnement par l'absurde. J'emprunte les mots du docteur Bélec. Raisonnement par l'absurde. On nous a dit aux États-Unis, selon les pères fondateurs, que la démocratie c'était le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. On est d'accord? Là-bas au Mali, je suis en train de voir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vraiment, dans les images que nous avons vues là, moi j'ai pas vu l'ambassadeur américain défiler parce que là je crois qu'on est un exemple de démocratie. S'il ne défile pas, c'est qu'en réalité lui-même il ne croit pas en la démocratie. Ça dit que ça c'est un raisonnement par l'absurde. Je vois le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple qui est en train de se manifester au Mali. Je me serais attendu à voir l'ambassadeur américain pour dire que c'est ça, voilà la démocratie. Mais si l'ambassadeur américain n'est pas parmi eux, bon, ils nous vantent donc quelle démocratie? On a vu du côté de la France avec les infirmières se lever parce qu'elles revendiquaient les libertés. Et allez voir ce que ces infirmières sont en train de vivre. Alors je vous parle du côté de Paris. C'est-à-dire qu'elles font ce qu'on appelle des manifestations. Voilà dans le peuple. Voilà dans le peuple. Non, ce n'est pas le peuple. Écoutez voyez le contraste. Une bande de garés. Voyez le contraste. Mais aujourd'hui, où nous avons un partenaire, et c'est également, il faut que les Africains le comprennent, parce que beaucoup nous ont dit, et je suis d'accord, parce qu'en qualité de stratège, c'est pas toujours, si on est dans la lutte pour la liberté, c'est pas toujours, on va pas s'ouvrir au premier venu. Mais en même temps, il faut regarder, au-delà du rapport de force, il y a les antécédents. La Russie qui arrive aujourd'hui, et ça, il faut que les Africains le savent. Un pays, à l'heure où nous sommes, ne peut pas se lever sans qu'un autre ne le tienne le bras. Comprenez un peu. C'est pourquoi
même derrière ce qui se passe à Centrafrique, il y a une forte main camerounaise. Et ça, il faut que les Africains le savent. C'est-à-dire que derrière tout ce que vous avez vu comme déploiement en Centrafrique, il y a une très forte main camerounaise. Donc, l'arrivée de la Russie aujourd'hui, et le président l'a si bien dit, la Russie a son chemin. Hein. C'est-à-dire que la Russie, déjà, dans le fond, n'est pas en Afrique totalement pour les ressources. Parce que si les Africains ne le savent pas, la ressource, sur bien des domaines, est beaucoup plus riche que l'Afrique. C'est 17 millions de kilomètres carrés. Hein. J'ai dit sur bien... Lorsqu'on était avec la République socialiste soviétique, l'Union des Républiques socialistes, c'était 22 millions de kilomètres carrés. Voilà. Même jusqu'à là, je tiens à vous rappeler que quand on a interviewé Poutine, il a dit que le plus grand scandale du peuple russe, c'était la dislocation de l'URSS. Ouais, justement. En pratiquement 24... La perestroïka. À 25 millions de Russes ont perdu leur nationalité. Donc c'est pas ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, contrairement à des pays comme la France, parce que la seule ressource naturelle en France, c'est l'eau. Et l'eau même de la France, elle est souillée. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre les Africains qui vont... J'ai du mal à comprendre les Africains qui vont dans les supermarchés acheter Evian, acheter... Vous n'avez pas besoin de citer les noms, c'est trop faire la publicité. Non, mais merci. J'ai du mal à les comprendre. On vous dit que l'eau... Vous avez au service commercial. On vous dit que l'eau d'un pays est souillée. Pourquoi? Parce que en France, la France a la plus grosse concentration de centrales nucléaires en Europe. Ça, il faut le savoir. La plus grosse concentration. Aujourd'hui, le sous-sol français est pollué. Même cultiver, ils ne peuvent plus cultiver. Voilà pourquoi ceux qui cultivent bio, c'est hautement, c'est-à-dire que c'est 10 fois le prix sur le marché français. Parce que c'est un peuple qui est empoisonné. Aujourd'hui, c'est un peuple qui est empoisonné. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix détenir le Mali. Parce qu'avec la nappe phréatique du Mali, vous avez pratiquement une nappe qui est capable d'alimenter le monde sur 2 siècles. Pour terminer, je parlais de la Russie. Pourquoi est-ce que non? Laissez-moi finir. Je parlais de la Russie. Non, le temps nous est imparti. Oui, donnez-moi encore une minute. Pourquoi est-ce que la Russie... Le temps nous est imparti. Je n'ai pas refusé. On est en train de perdre du temps. Laissez-moi dérouler. Donc, pourquoi est-ce que la Russie arrive? La Russie arrive parce que, comme le président l'a si bien dit, pour la Russie, l'Afrique représente un enjeu géopolitique énorme. Parce qu'avant, quand on était même au niveau du Conseil des Nations Unies, quand la France votait oui, vous avez 14 pays qui votaient oui. Avec ce qui est en train d'arriver, la donne va changer. Imaginez, même au niveau du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'impact à travers les différents programmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France va se retrouver isolée dans ses prises de position au niveau de l'Assemblée générale. Là. Mais bien plus encore, la Russie est en train de créer ce qu'on appelle des zones d'influence autour d'elle. Et c'est ce que les Américains sont en train de faire. Mais sauf qu'ils ne le font pas la force avec l'implantation des bases militaires. Mais la Russie est en train de dire non, je viens vous enlever dans ce qu'on vous a placé. Mais par contre, ensemble, nous formons des blocs d'influence qui obligera le monde à être multipolaire. Et ce n'est que bénéfice pour l'Afrique. Messieurs, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition. J'accorderai donc 2 minutes à chacun d'entre vous. Je dis bien 2 minutes top chrono parce que dans un instant, le président Manakani va nous quitter pour aller à d'autres services. Hein. Il faut également le savoir. Président Manakani, on a vu cette foule. C'est pour dire que le combat a pris corps et que désormais l'Afrique est debout. Il y a des stratégies qu'on ne va pas mettre sur un plateau. Pas du tout. J'ai parlé ici de la guerre totale. La guerre totale a 2 dimensions. Elle a une dimension étatique, je n'en parlerai pas. Mais il y a une dimension populaire. J'ai indiqué que la nouvelle phase qui arrive, tous les Africains doivent aller apprendre la guerre. Chaque Africain doit aller apprendre à manier les armes, à fabriquer des bombes. Je l'ai dit, il ne faut pas qu'on cache. Pour qu'aucun officiel français, en particulier et occidental, ne soit plus en sécurité ici. On ne peut pas accepter que, sur le plan historique, il y a un problème. Une ministre comme ce qu'on appelle Paris, là, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle débarque sur un continent, elle va dans un pays, elle menace les autorités. En plein jour, après prendre l'avion, elle part. Mais excusez-moi de vous dire ça, vous n'êtes pas un peuple. Il ne faut pas que, parlons pas trop, vous n'êtes pas un peuple. Quand elle rentre là, soit la télé chez elle, elle meurt, soit sur place, on finit avec elle. Le message est clair, il n'y a pas de débat à faire. Vous pouvez parler en France et dire à M. Macron, que monsieur là, vous n'êtes rien ici, ma chère, comme ça, vous rentrez chez vous comme ça. Quand vous arrivez chez vous, vous allez mourir parce qu'ils vont vous empoisonner avant que vous arrivez chez vous. De quoi est-ce qu'on parle? Tout ça là, excusez-moi, hein, on s'amuse encore. Hein. Mais c'est un bon départ, il fallait entraîner les gens, 10 ans, on entraîne les gens prennent conscience. Mais pour les gens comme nous, on est en train de s'amuser, on joue encore. Parce que quand les bombes ne vont pas exploser, que ce soit à Paris, dans ces pays-là, avec la marque africaine, pour le dire que c'est terminé ce que vous le faites depuis, on est en train de s'amuser. Ça va arriver. Nous avons la diaspora la plus, dans le monde entier, on est partout. D'abord, nous sommes le peuple le plus autochtone de la terre. Donc partout, c'est nous. Non, c'est sérieux. Ah, oui. Quand il a fallu aller libérer la France, on est venu nous chercher ici, là. On a libéré ce pays de foireux là. Et quand ils ont été libérés, ils ont tiré sur nous à Tcharoy. Ils nous ont interdit d'entrer en France, ils nous ont mis loin derrière pour faire entrer leurs poilus.
Pourtant, c'est nous qui avons libéré la France. Donc, en réalité, la France nous appartient. C'est clair. Merci. La France, vous me coupez. La France nous appartient. Donc, c'est-à-dire qu'une diaspora, Oui. c'est pas ce qu'on voit de ce qui s'est passé aux Unis là. Je ne vais même pas citer. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Ne citons pas sur eux. Lobby homosexuel était présent, ne vous inquiétez Non, surtout pas. ce gars-là, la bande de la ne citait pas. C'est tout ce qui existe comme racaille, ce sont eux. Donc, on n'a même pas la peine d'y insister. Une vraie diaspora ne peut pas accepter que son pays d'origine soit traité comme ça. Monsieur Ngoss, une vraie diaspora, là où elle se trouve, elle va le faire savoir. Il dit qu'elle va le faire savoir. Donc nous, notre idée, on a dit guerre totale. Et on n'aura pas le choix d'y arriver. J'ai expliqué ça. La guerre totale, c'est qu'on n'envoie plus un seul enfant fréquenté en France. Je suis très sérieux. Parce que vous ne pouvez pas aspirer à l'indépendance et aller chercher, envoyer vos enfants dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur d'un pays qui vous dit clairement que son enseignement supérieur a pour but de vous esclavagiser. C'est dit clair dans le Sénat, le rapport des sénateurs français. 500 sénateurs français. 500 pages. C'est dit clairement à l'intérieur. On ne va plus. Si une fille africaine sort avec un blanc, s'il est français, elle doit savoir ce qu'elle cherche. Excusez-moi, sa beauté doit servir à libérer le continent. C'est ça la guerre. Je suis très sérieux. C'est comme ça qu'on se libère. D'autres demandent, tu sais de quoi je parle. C'est clair. On fait les enfants là. Elle dit, ton pays peut pas être en guerre, tu tombes amoureuse du pays du criminel. De l'oppresseur. Ça marche pas. S'il vient là, il doit te rejoindre. Non, il faut le camp. Ça va être comme ça partout. C'est ce que j'appelle la guerre totale, mon cher gosse. Et quand on va arriver à ce niveau, on n'aura pas parachevé notre indépendance. On y va à grands pas. Chaque jour qui passe, on avance. Chaque jour qui passe, on avance. Il y a une désaliénation des consciences qui est le premier pas de la libération, qui est clair. Tous ces faux intellectuels que les Français ont fabriqués, en leur partageant les diplômes, qui bavardent matin, midi, soir sur la démocratie, dans leur marché et consorts, les événements montrent aux Africains qu'il ne faut plus les écouter. Ils sont des malades mentaux. Mettez-moi l'expression. Il ne faut plus les écouter. Ça n'existe pas. Ce sont des histoires. Les Africains voient ça tous les jours. Donc, on avance pour arriver vers ce que j'appelle l'apothéose des combats de libération de l'Afrique, la guerre totale. On est en train d'y arriver. Et on y arrive à pas de gens. Vous également, vous êtes d'accord avec ça, que justement, on est en train d'y aller à grands pas. On est en train d'y aller à grands pas. Quand un grand leader comme le président Dakani l'indique, on y va à grands pas. Maintenant, nous avons des éléments que je voudrais évoquer. Oui. Il y a cette université populaire éminemment efficace. Ce sont des gens comme vous, ce sont les médias comme DBS TV qui sensibilisent des masses, que ce soit sur le plan national, continental ou mondial. C'est ce que j'appelle l'université populaire. Et c'est ça la vraie université, c'est-à-dire celle du terrain, celle du concret, pour pouvoir mettre à nu les choses qui sont cachées, mais dont nous avons besoin. Parce que cette façon de pouvoir toujours dire une chose alors qu'on fait son contraire, l'université populaire, l'université universelle, qui passe par les médias comme DBS et le panafricanisme, montre que véritablement, il y a une vérité cachée que tout le monde devrait avoir sur tous les plans. Maintenant, l'autre côté que nous déplorons tous, parce que nous avons tous fait des études, nous sommes pratiquement de cette école-là, et c'est dommage que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire les collègues, dans des amphis, etc., continuent de rabâcher ces enseignements purement théoriques qui sont faussés à la base, tout en sachant qu'ils ne contribuent à aucun développement. Au contraire, ils contribuent à nous aliéner davantage, à imbéciliser, parce que relayant le message des discours de l'Occident et des impérialistes continue à imbéciliser les gens. L'université, c'est important. Il faut que nos collègues vraiment se ressaisissent et prennent conscience du fait que ça ne doit pas être la diplomite, parce que quelqu'un a parlé de diplomite encore ce matin ici, là, je crois le regard de l'expert. C'est pas le fait d'avoir le diplôme qui doit être vraiment l'objectif visé, mais d'avoir des connaissances pratiques qu'on peut mettre au service de la société et qu'on contribue évidemment tout en donnant un sens à sa mission, parce que nous en avons une tous, et je pense que la famille panafricaniste, avec tout ce qu'elle est en train de déployer, va continuer d'élargir cette cible-là, la cible des acteurs, la cible de l'humanité,
de ceux qui ne vont pas dire qu'on est africain simplement parce qu'on a la peau noire ou qu'on est occidental parce qu'on a la peau soi-disant blanche, mais que l'humanité est une et que l'objectif c'est que on se libère et qu'on vive dans le bonheur et dans l'épanouissement total. André Kisefanga, finalement, c'est le peuple qui a le droit à la liberté, c'est le peuple qui choisit sa liberté, et c'est le peuple également qui choisit les ponts de sa liberté. Et on a l'impression justement que cette terre est en train de bien se chanter sur le continent africain. Bien sûr, je pense que l'hymne de la libération, l'hymne de la vraie démocratie est en train de se chanter au niveau de notre continent. Et quand nous parlons des pays, parce qu'il faut souvent faire des rappels historiques, quand nous parlons du Mali, nous parlons quand même du pays de Soundiata Keïta, de Mansa Moussa. De Mansa Moussa. Attention. Modibo Keïta. Modibo Keïta. Nous parlons des grands penseurs, des grands rois, des grands souverains qui ont formé, quand même, Soundiata Keïta a formé l'empire du Mali qui a réunifié presque toute l'Afrique de l'Ouest à ce moment-là. On a eu la charte mandingue de 1222 et surtout la charte mandingue de 1246. Aboubakri II, le père de Mansa Moussa, qui a découvert l'Amérique. L'Amérique, exactement. 1236. 14 ans après, revue et corrigée, la meilleure de toutes les constitutions du monde. Mais c'est quand même qui a été plagié par tous les autres. Donc, quand nous parlons de l'Afrique, nous ne parlons pas de l'Afrique des pleureurs. Parce que les gens nous ont catalogués comme si c'est des gens, c'est des aboyants, c'est des écrits, c'est comme si c'est des gens qui n'ont pas une histoire. D'ailleurs, même un nabo, un feignant comme Nicolas Sarkozy est venu nous raconter une histoire et c'est que l'Afrique n'est pas assez ancrée dans l'histoire. mais voilà des incongruités. Et que des enseignants ou bien des gens nous enseignent dans les écoles ou bien enseignent nos enfants, disent que non, voilà les modèles, c'est ceci, c'est là. Alors que nous avons des vrais modèles. Des vrais. Parce que quand nous parlons de ces choses-là, nous avons quand même des gens qui ont posé le problème africain au niveau mondial, qui ont même porté la culture, la vraie culture africaine au niveau des instances internationaux, qui ont même montré la voie à tous ceux qui racontent qui sont les démocraties là. Parce que ça soit la Rome antique, que ça soit la Grèce et tout le reste là, ils ont puisé leur connaissance. Ils ont été colonisés par nous. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, en fait, comme ils sont on appelle les greurs, c'est des gens qui sont aigris. Les greurs. Oui, les gens qui sont aigris là. Les blancs sont aigris. Hein. Le plus grand problème du blanc contre le noir, c'est l'aigreur. Parce que le noir a longtemps dominé, ou bien continué à dominer dans tous les domaines, même s'ils ne font pas la publicité. C'est pour ça que je vous ai rappelé dans une de vos émissions, si vous avez vu, à une certaine période, on a tout fait pour enlever les champions de toutes les catégories dans le sport, qui étaient des noirs. Parce qu'à une certaine catégorie, on voyait que les noirs partout. Même en boxe, hein, il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien en boxe. L'un des premiers poids lourds, hein, le premier poids lourd était un noir, un Africain d'ailleurs qui était exilé du côté de la France. Mais je vous dis que... Il tabassait tout le monde. Mais il tabassait tout le monde. On lui a refusé le prix de champion du monde. Bien sûr. Titre de champion du monde. Macron célèbre, dit qu'il y a eu beaucoup de médailles en France. Mais dans les médailles de la France... 99,99 sont des Africains qui ont gagné ces médailles. Bien sûr, les Teddy Riner, les autres, là, ce sont des Noirs. Donc, vous voyez que quand on parle des Noirs, on parle des Africains, ils veulent nous faire croire que non, c'est des incompétents, c'est des gens qui ne comprennent rien à rien. C'est des gens qui... Toutes leurs équipes, c'est 99,99% de Noirs. Que ce soit les équipes féminines, masculines. Donc, ce n'est que des Noirs. Donc, quand ces gens nous parlent, ils doivent quand même savoir qu'ils parlent à des gens bien constitués, moralement bien constitués, intellectuellement bien constitués, spirituellement bien constitués, physiquement bien constitués. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour faire croire que non. Quand tu manges du mintumba le matin, ou le bâton de manioc, ou bien le manioc, ou bien de la nourriture réchauffée, tu es un sauvage. Tu ne sais pas manger. Pour bien manger le matin, il faut que tu aies du pain, du camembert, du chocolat, du Nutella, et de ces choses-là, c'est là où on dit que non, voilà quelqu'un qui connaît, qui est dans la modernité. Voilà les éléments qu'on nous a... Donc, on nous a aliénés de manière culturelle, de façon qu'on nous fait croire que non, ce que vous avez là... Non, c'est quand vous avez les choses du village, les médicaments du village. Non, c'est la sorcellerie.
quand on soigne avec l'herbe. Alors que tous les composants de médicaments aujourd'hui, 100% viennent des herbes. Vous avez oublié un petit détail, hein, du côté de Sud-Ouest aujourd'hui, ils viennent récupérer des herbes, ils viennent récupérer des écorces. Des écorces. Tous les jours. Hein, tous les jours. Donc, vous comprenez que ce que nous voyons là n'est que la manifestation de quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Et nous sommes en train de leur dire, de leur rappeler que mais vous parlez de l'Afrique que vous ne connaissez pas. Et s'ils connaissaient l'Afrique, ils n'allaient pas se comporter de cette façon. Merci André Parce que s'ils connaissaient notre Afrique, ils allaient véritablement s'asseoir et dire que vraiment, apprenez-nous beaucoup de choses et on veut être en partenaire avec vous. Parce que vous ne pouvez pas être le continent qui est vide comme la vidéo. Merci. Et pendant ce temps, le boxeur, oui, je vous coupe. On parlait de ce boxeur, le tout premier boxeur noir qui terrassait d'ailleurs tous les blancs. On l'appelait Jack Johnson. Il était justement dans cette boxe-là du côté des États-Unis, mais comme il était noir, on lui a refusé à plusieurs reprises le titre de boxeur, meilleur boxeur du monde. D'ailleurs, il faudrait que vous le sachiez. Vous avez le mot de fin ce matin. Oui, moi je pense que je vais aller dans la même logique. Vous avez parlé de Jack Johnson. Je tiens à rappeler que l'un des plus grands médecins chirurgiens de l'histoire de la médecine était le docteur Ben Carson. C'était toujours un noir. Un noir. L'histoire est remplie comme ça de ce genre de on n'oubliera pas également le Black Blood Street. Exactement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, vous comprenez qu'en réalité, nous avons fait la civilisation et nous avons refait leur civilisation. Nous avons déjà fait la civilisation, mais nous sommes encore allés refaire leur propre civilisation. Mais ils ont caché ça. C'est-à-dire qu'ils ont masqué ce pan de notre histoire. Ils nous ont appris que c'est Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Et pourtant, celui qui a découvert l'Amérique s'appelait Aboubakry II. C'était le père de l'empereur du Mali, Mansa Moussa. Ils nous ont caché cette partie de notre histoire. Ils nous ont caché que quand ils sont arrivés en Afrique, du côté du royaume de Dahomey, l'actuel Bénin, ils ont rencontré 6000 guerrières femmes qui les ont battues avec des lances. On les appelait les Amazones. Ils nous ont battus que du côté de l'Afrique de l'Est, il y avait une reine là-bas qui s'appelait la reine Zinga, qui a fait trembler le monde arabo-musulman. Ils ne nous ont pas dit ça. Ils nous ont caché que la reine Nefertiti a commandé la plus grande flotte et la plus grande armée de l'histoire du monde. Ils nous ont pas dit ça. Ils nous ont caché le fait que la mère du président, pardon, la mère de l'empereur, du roi Shaka Zulu, avait fait en sorte que son fils est allé aux portes de ce qu'ils appellent aujourd'hui le Cap. Parce que là-bas, il y avait une grande colonie anglaise là-bas. Chaque Azura, lui seul, a pu fédérer un ensemble de tribus et a constitué une armée de 80 000 hommes qui sont allés bouter à la mer les forces anglaises. Et il était conseillé par sa maman. Ils nous ont caché cette histoire-là. Donc aujourd'hui, quand vous avez des intellectuels qui sont incapables de nous dire à nous les Africains que voilà votre histoire, voilà ce qui vous fait vous. Ils nous ont caché qu'ils sont arrivés ici au Cameroun, en territoire bamléké. Ils ont été vaincus par nos guerriers. Et pour gagner ou alors pour avoir de l'avance, ils ont été obligés de larguer sur nous le napalm qui est un gaz. Ils nous ont caché cette partie de notre histoire. Ils nous ont caché qu'en réalité ils ne peuvent rien. Ils ne sont rien et que nous sommes tout. Mais parce que justement aujourd'hui, ceux qui sont allés apprendre ce savoir refusent de nous dire ce que nous sommes. Nous continuons à errer. Mais Dieu merci, il y a des personnes comme le docteur Nouma. Rappelez-leur que De Gaulle est arrivé ici. Il venait se suicider. Hein. Il venait se suicider. On a donné les hommes pour aller conquérir la France. Mais Dieu merci, n'ont pas compris que sur leur chemin, ils devaient rencontrer des personnes comme le colonel Hashimi Goïta, comme le président Paul Biya, comme le professeur Faustin Akange Touadéra, comme les docteurs Nouma, comme les Steve Joselengos, comme les Fanga et comme Charlie Kenyé, qui ont compris que nous ne pouvons pas vivre dans la servitude. Nous avons une histoire qui est forte et nous devons la célébrer. Et nous allons continuer à célébrer notre histoire en demandant justement à tous les Noirs sur le continent africain, cessez d'être blancs. Il faut dire que les autorités de transition et leur président, le colonel Assimi Goïta, sont soumis à des fortes pressions, en particulier de la France et de la CEDEAO, pour renoncer à une éventuelle coopération avec le groupe de sécurité privé russe. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.